Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un produit d'épargne bien particulier dans un premier temps, le PEL, le plan épargne logement. Alors un produit d'épargne qui peut paraître simple mais qui a quand même sa complexité puisqu'il existe plusieurs types de contrats PEL et ce PEL offre notamment des droits, notamment en termes de taux de crédit immobilier, si tant est qu'on ait ensuite dans un deuxième temps un projet d'achat immobilier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Roudillon, directeur de l'épargne chez LCL. Bonjour Jean-Baptiste Roudillon. Bonjour Nicolas. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous sur le plateau. C'est vrai que l'épargne face à l'inflation pose un certain nombre de questions et du coup le PEL dans un contexte inflationniste, dans un contexte de remontée des taux immobiliers pose encore plus de questions. Avant de revenir un petit peu sur les questionnements qu'on peut avoir autour de ce placement, on va peut-être le redéfinir ensemble parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre pour tout le monde. Il y a ouvrir un PEL aujourd'hui n'est pas la même chose que d'être titulaire d'un PEL qu'on aurait ouvert il y a 15 ans par exemple. Alors voilà, effectivement, le produit est à la fois simple et complexe. Simple parce que dans sa définition, c'est un plan d'épargne qui est réglementé. C'est-à-dire que les conditions sont les mêmes pour tout le monde, dans tous les établissements au même moment. Et il est simple dans la mesure où ce plan, il permet à la fois de rémunérer l'épargne que l'on y dépose à un taux qui est fixe et qui va être le même pendant toute la durée du plan. Et il donne également accès au terme du plan à des conditions de crédit, à des taux définis également à l'avance. Donc du coup, c'est un produit très lisible. Quand on l'ouvre, on sait exactement à quel taux l'épargne sera rémunérée et à quel taux de crédit on pourra souscrire au terme. La complexité, elle vient effectivement du fait qu'ouvrir un plan d'épargne logement aujourd'hui, ça n'est pas la même chose que l'avoir ouvert il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Parce que les taux n'étaient pas les mêmes, c'est ça ? Alors, pour différentes raisons, c'est qu'en fait le plan d'épargne logement existe depuis des décennies, je crois 1969 si je ne m'abuse, et que le plan d'épargne logement a évolué sous le plan de la rémunération et des conditions de crédit en fonction de l'évolution des taux. Il y a eu d'autres types d'évolutions, notamment la fiscalité qui s'applique, notamment les durées pendant lesquelles on peut les maintenir ouverts, etc., etc. Donc en fait, un produit qui a évolué dans le temps et qui fait qu'aujourd'hui, deux porteurs de plans d'épargne logement peuvent avoir entre les mains des produits totalement différents. Et alors, il y a des grandes différences en matière de rentabilité ou de fiscalité. Je ne sais pas si je l'ai ouvert aujourd'hui ou si je l'ai ouvert il y a 15 ans. Alors, ce qu'il faut, commençons par le plan d'épargne logement qu'on ouvrirait aujourd'hui. On l'ouvrirait à un taux de rémunération de 1%. Bien sûr. Et c'est le cas. Ça, c'est fixé, c'est réglementé, ça ne bouge pas. C'est défini par l'État. Exactement. Et donc, c'est le cas, le 1% depuis 2016, me semble-t-il. Donc, c'est moins intéressant que le livret A aujourd'hui. Exactement. Qui, lui, a vu son taux augmenter, pas le PEL. Exactement. On peut le dire comme ça. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui ouvre aujourd'hui un plan d'épargne logement sera fiscalisée sur les gains dès la première année. Et donc, si on prend un client qui a ouvert un plan d'épargne logement il y a 10 ans, lui, il a plutôt une rémunération aux alentours de 2,5. Et puis, la fiscalité, lui est différente. Donc voilà, c'est pour ça que... Il est moins fiscalisé, du coup Il est fiscalisé effectivement au terme du plan, et pas forcément dès la première année. Ah oui, ça veut dire que sur les nouveaux PEL, si je mets 1 000 € et que donc du coup j'ai gagné 1%, comme c'est le taux aujourd'hui, j'ai donc gagné 10 €, je suis fiscalisé sur ces 10 €, c'est ça ? D'accord. La taxe dès la première année. Dès la première année, même si je n'ai pas sorti cet argent. Exactement. D'accord. Bon, alors ça c'est pour la partie effectivement taux. On va décrypter encore un peu le PEL avant d'essayer de comprendre comment il se positionne dans l'environnement actuel. Alors vous avez dit, on a accès à un taux de crédit immobilier défini. Moi, j'allais dire avantageux parce qu'à l'époque où, effectivement, les taux étaient plus élevés, on avait dans le PEL des taux plus avantageux que le marché, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais effectivement, ça donne le droit à un taux de crédit immobilier défini si on casse son PEL, si je puis dire, pour réaliser un achat immobilier. Exactement. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre sur le plan d'épargne logement, c'est qu'il est rarement intéressant à la fois pour la phase d'épargne et à la fois pour l'octroi de crédit. Et généralement, c'est l'un ou c'est l'autre. Si on est dans la configuration actuelle et notamment dans une perspective de revalorisation des taux, on peut considérer qu'ouvrir un plan d'épargne logement avec une rémunération de 1%,
c'est pas extraordinaire, ça n'est pas forcément très attractif, notamment vous compariez au livret A ou au DDS, livret de développement durable et solidaire. En revanche, le taux de crédit pour quelqu'un qui ouvre un plan d'épargne logement aujourd'hui serait de 2,20% au terme du plan. Et là, on peut imaginer effectivement que dans une logique de remontée des taux, obtenir un crédit dans 10 ans ou dans 15 ans à 2,20% peut être effectivement très attractif. Bien sûr, oui, parce que quand on regarde, alors là, effectivement, je regardais ce que nous donnaient les données de l'Observatoire Crédit Logement, donc sur les taux moyens pratiqués. Alors c'était à fin juillet, puisqu'on n'a pas encore les nouveaux éléments pour le mois d'août, mais à fin juillet, on était sur un taux moyen à 1,68% contre 1,52% en juin. Ça, c'était moyen. Et si je regarde pour les crédits sur 25 ans, on est à 1,79% avec un taux d'usure qui, lui, est aux alentours de 2,57 si je ne dis pas de bêtises pour 20 ans et plus. Après, ça dépend effectivement toujours du calendrier, d'étalement du crédit, mais 2,57. Là, ça veut dire, donc, d'ailleurs, on entend pas mal de courtiers nous dire qu'ils ont du mal à faire passer des dossiers. Là, on ouvrirait un PEL aujourd'hui, on aurait 2,20. Donc, ça veut dire que mécaniquement, si la tendance continue, alors on n'a pas de boule de cristal ici, mais si la tendance continue à être ce qu'elle est aujourd'hui, dans 6 mois, un taux sur un PEL ouvert aujourd'hui serait plus intéressant que ce qu'on pourrait nous proposer quand on irait voir son banquier. Alors à 6 mois, je ne sais pas. Et puis en plus, la question se pose moins parce que c'est vrai que le bénéfice du taux privilégié sera au terme du plan, donc pas avant minimum 4 ans. D'accord. Oui, donc il faut avoir un projet lointain d'achat et que ça continue à monter. Mais en tout cas, sur le principe, oui, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y aura plus d'intérêt à souscrire un plan d'épargne logement dans une perspective de souscription d'un prêt immobilier plutôt que dans une logique de valorisation de son épargne. On privilégiera plutôt, si c'est ça l'objectif premier, les livrets A et LDDS et autres types de placements. Donc on a répondu à une des questions centrales de ces interviews, c'est le PEL redevient-il intéressant face à la remontée des taux? La réponse est oui. Mécaniquement, quand on a du 2,20 proposé, on verra si c'est toujours ça dans 6 mois, proposé sur le PEL ou autre, mais ça devient une stratégie à avoir en compte si on est inquiet de la remontée des taux de crédit immobilier et en même temps si on a un projet immobilier à moyen terme, si je comprends bien. Exactement. Et on revient du coup à ce qui a toujours été la raison d'être du plan d'épargne logement, c'est-à-dire faciliter la réalisation d'un projet immobilier, à la fois en constituant un apport et à la fois en facilitant l'accès au crédit à des conditions avantageuses. Toujours sur le PEL, effectivement, 1% si on l'ouvre aujourd'hui, on n'y va pas pour valoriser son épargne, surtout dans un contexte inflationniste où effectivement 1% ne permet même pas de compenser l'inflation. En revanche, quand on est déjà titulaire d'un PEL, qu'on l'ait ouvert il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, est-ce que là, pour le coup, effectuer des versements sur son PEL reste intéressant aujourd'hui? Au cas par cas, on peut dire oui, mais ça ne sera pas non plus systématique. Donc il faut tenir compte de la fiscalité qui s'applique, il faut tenir compte déjà de la capacité à faire un versement, puisque aujourd'hui, tous les plans d'épargne logement qui sont en vigueur n'offrent pas la possibilité de faire des versements complémentaires si les plafonds sont atteints, si l'échéance est également atteinte. Donc il faut je dirais, l'approche n'est pas si évidente que cela. Et je dirais le premier conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est tout simplement de se rapprocher des conseillers bancaires qui, eux, sont vraiment capables de porter cette appréciation sur la possibilité et l'opportunité de faire un versement complémentaire sur un plan d'épargne logement existant dans une logique d'optimisation de la rémunération. Mais on peut effectivement imaginer que finalement dans les dernières années, enfin depuis peut-être les 10 dernières années, c'est vrai que les souscripteurs de plans d'épargne logement l'ont plutôt été dans une logique vraiment de recherche de rendement, puisque les taux des plans d'épargne logement étaient finalement supérieurs au taux vraiment court terme jusqu'au taux du livret A ces derniers mois. Bien sûr, oui, la remontée a été assez rapide aussi pour le livret A. Oui. Exactement. Et donc du coup, il peut y avoir effectivement un intérêt aujourd'hui pour des clients des personnes qui ont déjà des plans d'épargne logement à réfléchir à la possibilité d'y faire des versements complémentaires. Jean-Baptiste Roudillon, vous êtes directeur de l'épargne chez LCL. On est dans un contexte inflationniste sur le sol français, sur le sol européen, sur le sol américain. J'imagine que les clients qui viennent vous voir, que ce soit dans une stratégie patrimoniale pour des gens qui ont un peu de patrimoine ou pour ceux qui en ont un petit peu moins,
qui se disent comment gérer mon épargne actuellement face à l'inflation? Est-ce que je touche à rien en espérant que cette inflation va se réduire mécaniquement, ou est-ce que quand même je commence à effectuer certains arbitrages? Qu'est-ce qu'on leur répond? Alors en fait, beaucoup de questions se posent aujourd'hui autour de l'inflation, bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a les questions autour des tensions géopolitiques, il y a des questions autour de la volatilité des marchés, il y a des questions autour des perspectives de croissance économique. Et finalement, ce sont tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte quand on doit, je dirais, gérer son patrimoine. L'inflation, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas vécu dans un environnement d'inflation. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément aujourd'hui tous les réflexes, toutes les clés de lecture. Et donc c'est un des thèmes qui est assez majeur. Moi, je pense que la première des choses qu'il faut dire aux clients, c'est qu'en période, et aux investisseurs, c'est qu'en période d'inflation, il faut se réapproprier la notion de rendement réel. Alors qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à raisonner sur les rendements faciaux Une inflation à 5% et un rendement à 2,5%, c'est 2,5% de perte et non pas de gain par rapport aux 5% d'inflation. Exactement. Donc c'est exactement ça. Et donc il faut sensibiliser les investisseurs au fait que pour être capable de compenser l'effet de l'inflation, qui tourne aujourd'hui aux alentours de 5 à 6%, il faut aller chercher des rendements bruts faciaux qui sont au moins du même niveau. Sinon, on épargne, mais on s'appauvrit. Puisqu'en fait, on a une épargne dont le pouvoir d'achat correspondant se dégrade. Donc il faut être très très vigilant, et ça veut dire que quand on investit sur des placements court terme comme le livret A, comme le livret de développement durable et solidaire, il faut réserver à ces supports-là l'épargne dont on sait qu'on va avoir besoin, je dirais, à court terme. Bien sûr. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Or, c'est un des constats que l'on fait actuellement, c'est que face à cette incertitude, le réflexe un peu naturel des investisseurs, c'est d'épargner déjà, en se disant je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, donc j'épargne, mais ils ont plutôt tendance à épargner sans risque. Sur des supports liquides, très liquides, et donc du coup sur des rendements. Parce qu'il y a des craintes sur le pouvoir d'achat. Exactement. Mais effectivement, on perd de l'argent si jamais c'est de l'argent qu'on ne va finalement pas utiliser si elle n'est pas suffisamment bien rémunérée. Exactement. Alors, tout de même, aller chercher des rendements à 5, 6, 7% pour aller au-dessus de l'inflation, ça nécessite une prise de risque que tout le monde n'est pas prêt à effectuer aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Ça, c'est le postulat effectivement de base, c'est de dire avoir plus de rendement, c'est prendre effectivement plus de risques. Et donc, je dirais, quand on prend plus de risques, il y a un minimum de précautions à respecter quand même, c'est prendre des risques prudemment. D'accord. En fait, ça consiste déjà à essayer d'identifier ce que l'on a comme objectif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des risques quand on a un objectif à 6 mois. D'accord. Le temps permet de gérer Quand on ouvre un PEL pour acheter un appartement ou une maison dans 3 ans, on ne prend pas des risques avec son épargne. Voilà, exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la première précaution à prendre, c'est s'assurer qu'on a un temps suffisant devant soi pour pouvoir justement maîtriser dans la durée le risque. La deuxième précaution à prendre, c'est de diversifier ces actifs, c'est-à-dire que finalement on rentre dans des classes d'actifs qui sont risquées, mais dont le risque les uns les autres finalement se compensent et donc permettent de minorer le risque. Troisième précaution, on investit de manière régulière, progressive, plutôt que d'investir d'un seul coup à la veille d'une baisse de marché. Et donc ce sont vraiment les précautions de base. Et je rajouterai que on s'assure d'avoir un minimum de sensibilité, d'affinité, de capacité, je dirais, à supporter ou à gérer le risque et donc la volatilité d'un placement risqué. Si clairement on n'a pas cette sensibilité-là, bien évidemment, il faut s'abstenir, mais on n'optimise pas le développement de son patrimoine à terme. Merci beaucoup Jean-Baptiste Roudillon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'épargne chez LCL. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés aujourd'hui pour comprendre la gestion de son épargne face à l'inflation. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.